Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Un Pixel Près. Je m'appelle Thomas Carnisser et je suis avec Benjamin Roland et Damien Euchir de Bigger Inside. Bonjour. Bonjour Thomas. Et bonjour. Et donc Bigger Inside, c'est une entreprise qui est spécialisée, alors certes jeux vidéo, mais jeux vidéo en réalité virtuelle. Donc ça veut dire qu'on va parler notamment des fameux casques, de la technologie finalement qu'il y a dans ce que vous utilisez, sachant que à ce jour il y a deux gros projets en fait que vous avez. Vous me dites si je fais fausse route. Il y en a un avec lequel je vous ai connu, qui est le protocole 223, qui est un projet qui est extrêmement exigeant en termes de conception et de capacité technique en fait. Et de l'autre côté, vous avez un autre jeu qui là pour le coup s'est développé en partenariat avec le laser game d'Odysseum. J'ai bien... Oui, t'as pas mal résumé. T'as pas mal résumé tout ça. Et donc du coup, je vais peut-être vous laisser vous présenter avec cette fois, puisqu'on a déjà eu l'opportunité de discuter ensemble de la conception d'un jeu sur réalité virtuelle. Là, cette fois-ci, ce qui m'intéresserait, c'est un petit peu finalement vos différents profils à l'intérieur de Bigger Inside. Ok. Par où commencer ? À toi l'honneur. Merci. Alors, à l'origine, moi, je suis plutôt développeur, on va dire développeur informatique, mais plutôt pour du progiciel. C'est ma formation initiale. À un moment donné, ça a déraillé. Vraiment, à un moment donné, on se retrouvait avec Benjamin autour d'un projet commun, donc de réalité virtuelle, et c'est là où on a commencé à envisager l'idée de concevoir un jeu vidéo. Donc moi, au sein de Bigger Inside, de quoi est-ce que je m'occupe ? J'ai un petit peu une casquette, on va dire, de lead développeur, vraiment sur la partie conception du jeu, mais que je partage avec Benjamin. On s'occupe de problématiques un petit peu différentes. Moi, je vais m'occuper du code, principalement du code, de l'implémentation, la mise en œuvre de ce qu'on cherche à faire en termes de gameplay, en termes d'effets visuels, en termes de problématiques réseau, en termes de dialogue avec le matériel spécifique qu'on va utiliser, puis aussi un petit peu d'encadrement des stagiaires, alternants, autres développeurs, voilà. Et toi Ben ? Donc moi je suis plus sur la partie technique pure et dure, hardware on va dire, donc matériel, ce qui était l'objet du développement, on va dire de la combinaison de capture de mouvement au tout départ du projet sur protocole 223. Donc vraiment ce qui va permettre de retranscrire dans le jeu les mouvements du joueur, les mouvements réels, donc tout un ensemble de capteurs de mouvements disposés sur son corps, puisqu'on ne voulait pas justement utiliser des systèmes basés sur des caméras de capture de mouvement qu'on peut voir le plus souvent sur les plateaux de films, dans les making-of par exemple. C'est des systèmes très coûteux et qui ont des inconvénients. Tout simplement, c'est que c'est sensible à l'occultation visuelle. Si tu passes devant la caméra, on voit pas ce qu'il y a derrière, tout simplement. Donc nous, comme on voulait faire un jeu multijoueur dans des environnements avec des cloisons partout, on s'est dit il faut qu'on trouve une solution autonome qui soit portée par le joueur et qui fonctionne vraiment à partir des informations collectées directement sur le joueur. Oui, parce que non content en plus de vous concentrer sur la réalité virtuelle, vous vous êtes attaqué à de la réalité virtuelle mixte, où en fait, quand j'enfile mon casque, le mur que je vais voir en face de moi, je peux le toucher, puisqu'en fait, vous avez fait correspondre le mur virtuel au mur réel, et des fois même, vous êtes en capacité de faire l'inverse, c'est-à-dire vous-même de créer vos décors avec justement la correspondance au jeu. Du coup, effectivement, ça pose une question. Quand Bigger Inside se crée, on en est où à peu près en termes de temporalité vis-à-vis notamment de la réalité virtuelle ? On est en quelle année à peu près ? Alors, les discussions dont parle Damien, en fait, datent de 2016. Enfin, non, je dis une bêtise, non, 2014. Fin 2014. En fait, pour être exact, on est 3 cofondateurs. N'oublions pas Mathias, qui n'est pas autour de la table aujourd'hui. Mathias, donc Roland, mon frère, qui lui est game developer chez Ubisoft. Et donc, on était en train de manger un bout tous les 3, justement, sur une table à l'extérieur de chez Ubisoft. Comme on travaillait tous dans un périmètre proche, dans nos boulots respectifs, on se rejoignit pour discuter et manger un bout. Et donc, à cette période-là, donc fin 2014, on est dans le Kickstarter d'Oculus VR qui faisait un Kickstarter pour leur casque, l'Oculus Rift. Et c'était bien avant, du coup, qu'ils se fassent racheter par Facebook à l'époque, Meta aujourd'hui. Oui, mais donc, ils avaient battu le record. Ils ont eu le record mondial sur Kickstarter, puisque je ne veux pas dire de bêtises, mais ils avaient dépassé $1 million.
Ils ont complètement explosé l'objectif initial du Kickstarter. Clairement, ça a relancé la réalité virtuelle. Parce que c'est vrai que ça, c'est pas récent, la réalité virtuelle. Ça s'entend, en fait, le principe. Mais par contre, entre le tout début, les périodes dans les années 80 où on a commencé à expérimenter un peu, parce qu'à l'époque, Nintendo et même Sega avaient testé des trucs, et le moment où Oculus a fait son Kickstarter, il y a eu quand même une grosse traversée du désert, parce que la techno, elle était clairement pas prête, que ce soit l'électronique, les capteurs, c'était pas assez intégré, pas assez prêt, les technologies d'affichage, etc. Donc quand on a commencé à en parler en 2014, c'est parce que justement, Oculus VR avec ce casque-là arrivait avec un produit qui enfin promettait en tout cas de passer un cap en termes de qualité d'affichage visuel, de suivi du mouvement de la tête, parce que c'est hyper important, quand vous tournez la tête, il faut que ça suive. En fait, c'est l'avènement des smartphones qui ont permis ça. Parce que dans l'Oculus Rift, il y avait quoi ? Il y avait un Samsung, je sais plus quoi. C'était un smartphone qu'il y avait dans la boîte. Après, ils ont mis des optiques, etc. Mais c'était assez génial, l'idée de se dire, en gros, pourquoi dépenser des millions de R&D pour faire un téléphone, oui. Alors qu'il y en avait déjà. Donc c'était un téléphone bien emballé avec des lentilles, etc. Mais il y avait toute la couche soft et tout ça. Faut pas... Oui, il y avait le logiciel derrière. Voilà, oui. Je suis pas en train de dénigrer leur travail, mais c'est pour dire que voilà, la brique techno en fait qui a permis ce cap, c'était le smartphone. Mais par contre, du coup, la limitation, c'est que tu avais ton casque, il suivait le mouvement de rotation de la tête, mais uniquement le mouvement de rotation, c'est-à-dire que si tu avançais ou reculais dans l'espace, il n'en savait rien. Donc il n'y avait pas de position absolue de ta tête dans l'espace. Tu n'avais pas spécialement de contrôleur, c'est-à-dire que tu allais avoir une manette de jeu ou un clavier souris si tu jouais sur PC. Et donc du coup, en termes de possibilité de faire des jeux dessus, même s'il y en a eu, c'était quand même compliqué, limitatif. Et donc quand on discutait de ce casque-là, on s'est dit, il y a un potentiel de fou, et qu'est-ce qu'on aimerait, nous, vivre comme expérience en réalité virtuelle ? Quels sont les freins, en fait, pour finalement avoir une expérience qui serait vraiment ultra immersive ? C'est de là qu'est venue l'idée de dire, en fait, plutôt que de se téléporter, pourquoi on ne se déplacerait pas vraiment ? Et comme contrôleur, pourquoi on ne suivrait pas les mouvements du corps ? Parce que quoi de plus immersif, finalement, que d'interagir avec son propre corps dans un environnement dans lequel on se déplace vraiment et dans lequel on peut vraiment sentir les obstacles. Bon, on s'est mis la barre un petit peu haut, c'est vrai, mais on n'était pas dans l'état d'esprit de créer une entreprise à ce moment-là. Mais la réflexion était très logique à ce moment-là, parce qu'effectivement, comme on n'avait pas de contrôleur, ça n'existait pas, c'était très frustrant. On avait des choses qui flottaient devant nous, devant nos yeux, on voulait les attraper, on ne pouvait pas. Voilà, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, avec nos petites mains, pour essayer de combler ce manque. Et c'est là qu'est née l'idée de fabriquer un contrôleur alternatif qui permettrait de voir sa main se déplacer dans l'espace. Et donc on a commencé petit à petit à bricoler quelque chose sur notre temps libre pour concevoir un début de capteur qui permettrait juste de voir sa main et de commencer à interagir, toucher les objets qu'on pouvait afficher dans le casque. Et c'est vraiment de là où est parti le début de l'aventure. Sachant que oui, quand on veut, par exemple, matérialiser la main en 3D, en réalité, on va peut-être un peu tricher. On va pas forcément mettre des capteurs au bout de chaque doigt. Tout à fait. On va plutôt avoir quelque chose à tenir dans la main avec un bouton pour avoir la main écartée ou le poing serré, je suppose. Bon, alors on est de suite partis dans le délire qu'on allait capter tous les doigts. Bon, après, on s'est dit on va faire avec un seul doigt au début, et un doigt déclenchera la fermeture de la main. Mais ce qui nous faisait un petit peu triper, c'était l'idée de dire est-ce qu'on serait capable de suivre les mouvements du corps et d'exploiter ça derrière dans un logiciel, Unity pour pas le citer, en l'occurrence, parce que c'est le logiciel sur lequel les deux comparses étaient le plus à l'aise. Mais déjà ça, on s'était dit, est-ce qu'on arrive à le faire, ou est-ce que ça semble complètement insurmontable ? Bon, on passe à autre chose, voilà. Bon, en l'occurrence, moyennant quelques efforts. Alors oui, ça a quand même pas été évident au début de réussir à mettre ça en place. On a dû faire des maths. Pas simples, des quaternions, des trucs un petit peu, des choses qu'on n'a pas envie de toucher quand on n'a pas envie de faire des maths. Ah oui, là, je suis même pas sûr d'avoir assez de bagages maths pour savoir ce que c'est. Un quaternion, c'est juste un objet mathématique qui permet de représenter une rotation dans l'espace d'un objet. Ah, ok. Ça donne la rotation dans l'espace d'un objet. Oui, ok. Pour mettre en lumière ce qu'on a essayé de faire, en fait, nous, ce qu'on cherchait à faire, c'est à représenter les rotations des membres du joueur en virtuel. Parce que, sans entrer trop dans la technique, en général, quand on va faire de l'animation de caractères, de personnages en 3D, c'est ce qu'on fait concrètement.
On va prendre les membres virtuels, les membres articulés de notre personnage 3D, et on va venir les tourner en suivant les pivots des articulations. Et c'est comme ça qu'on va faire animer un personnage. Et donc on s'est dit, on va reproduire la même chose avec le corps humain. On va mettre des capteurs un peu partout au niveau des articulations. On va capter la rotation que fait le joueur avec ses membres, et on va retranscrire cette rotation sur le personnage virtuel qui l'incarne. Que je vois en première personne. Que tu vois en première personne. Que tu vois la première personne. Parce qu'en fait, l'idée, parce que bon, après, il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Là, on n'a pas inventé le principe de la motion capture. Le principe de mettre ce type de capteur de mouvement sur le corps, on l'a pas inventé non plus. Nous, par contre, on s'est dit, ok, si on doit acheter une combinaison de capture de mouvement du commerce qui coûte 30 000 €, bon, déjà non. Voilà. Et ensuite, les applications, c'était pas du tout des applications de jeu en réalité virtuelle. C'était pour le cinéma, pour certaines applications données. Et nous, on arrive avec un truc, on s'est dit, mais nous, on voudrait que tout ça puisse être utilisé. En plus, potentiellement, bon, pour nous, pour le fun, mais vite, quand on a commencé à toucher du doigt que potentiellement il y avait quelque chose, il y a la réalité économique derrière. Tu dis, si on arrive à faire un truc, mais qu'en fait il faut 250 000 € par joueur pour arriver à le faire, c'est inintéressant. Plein de gens savent le faire déjà. Prendre du matériel qui coûte cher et l'utiliser. L'idée, c'était plutôt de dire, est-ce qu'on peut pas aller poser, nous, des briques techniques qui vont pouvoir être utilisées dans ce cadre d'application qui est hyper particulier, qui n'est pas du tout le cadre dans lequel on utilise ce matériel-là. Donc on a réinventé, entre guillemets, un système en l'adaptant à nos contraintes à nous, en se disant, ok, typiquement, une combinaison de capture de mouvement pour un tournage, s'il faut un quart d'heure ou une demi-heure pour équiper une personne, vous en foutez, c'est pas grave. Enfin, entre guillemets. Même s'il y a des réalités quand même de coûts studio, etc. Mais vous n'allez pas faire passer toute la journée des dizaines et des dizaines de personnes, etc. Nous, il y avait la logique de dire, il ne faut pas que ce soit trop chiant à mettre, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr que quand on voit le making-of du Seigneur des Anneaux avec Gollum, effectivement, il y a le temps de capter l'acteur, de le remplacer, de travailler la 3D, etc. Vous, ça va être en temps réel. Il faut que on met le casque, on nous dit comment jouer et puis c'est parti, quoi. Ah oui, très bonne remarque d'ailleurs, parce qu'effectivement, dans ce que tu évoques, il y a le post-processing qui est valable en radio, en film, etc. Effectivement, en général, dans les studios motion capture, il y a toujours du post-processing. Il y a les animateurs qui repassent derrière et qui vont corriger à la mano et dire, ah, là, c'est pas joli, là, tiens, je corrige parce qu'il y a un petit bug, il y a un petit décalage, une dérive, etc. Et qui vont faire leur travail de magicien pour que quand on regarde le film, c'est super beau, c'est super fluide, c'est parfait. Non, sur du direct, tu fais pas du post-processing. c'est antinomique. Donc effectivement, il y avait cette idée-là de dire, il faut quand même qu'on ait un résultat qui soit, alors, pas la prétention d'avoir l'équivalent des animations d'Avatar sorties de notre proto, mais par contre, que ce soit agréable et joli à regarder, pas choquant, directement comme ça, en lecture from scratch. C'est là où, effectivement, Damien s'est arraché un petit peu les cheveux. Parce qu'il y a l'acquisition, c'est une chose, l'acquisition des données, des capteurs, c'est jamais parfait. Une acquisition de capteurs, il faut le traiter, tout ça. Et derrière, après, il faut en faire quelque chose avec un moteur de jeu pour que ça soit exploitable par le jeu lui-même. Ça, c'est vraiment le travail que s'est coltiné Damien, de se recevoir ces quaternions-là et en faire quelque chose. Alors c'est vrai que il y a eu plusieurs itérations, ça s'est pas fait d'un seul coup, mais à partir du moment où on a commencé à avoir quelque chose qui ressemblait à un résultat acceptable, on s'est dit tiens, en fait là on a une combinaison qui nous permet d'avoir nos bras qui bougent devant nous, d'interagir un petit peu avec les objets. On a des jambes, on a des pieds, on peut ouvrir, fermer la main. On peut se déplacer dans l'espace réel, et ça a été une autre grosse problématique. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour permettre à des gens de se déplacer dans de grands espaces ? Parce que jusqu'à présent, comme on l'avait dit, les casques étaient attaché avec un fil à un ordinateur. Oui. Et déjà, ça, c'est un peu contraignant pour ta capacité à te déplacer librement. Donc, il a fallu qu'on réfléchisse à des solutions aussi. Comment est-ce qu'on fait pour permettre à quelqu'un de se déplacer ? On va mettre l'ordinateur dans son dos. Donc, on a bricolé, on a pris un ordinateur portable, on l'a mis dans un sac à dos et on se déplaçait comme ça au début. C'était premier prototype. Le premier proto, c'était même une personne qui suivait un petit peu à la manière des demoiselles d'honneur qui suivent la mariée, qui tiennent la traîne. En fait, on tenait l'ordinateur portable derrière. C'était moi le cobaye très souvent parce que il est très courageux. Mes deux associés, ils disaient ouais, vas-y comme ça, si tu prends des murs. Hein. Voilà. Mais effectivement, ce que dit Damien, qui est hyper important, c'est qu'en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que il y a capter les mouvements, c'est une chose.
Donc capter par exemple ce que font les téléphones portables, on en revient aux téléphones portables qui ont permis beaucoup de choses, c'est les développements des puces qui sont dans les téléphones portables qui ont permis de faire aujourd'hui des capteurs de mouvement aussi intégrés et accessibles, ce qu'on appelle les MEMS en fait, qui vont mesurer ces accéléromètres, des gyroscopes, etc. Eux, ils vont mesurer une orientation relative. Ils vont te dire je tourne, ok, très bien, mais en aucun cas ça te dit où tu es dans l'espace. Et un téléphone, pour être localisé, il va utiliser un GPS par exemple, ou une triangulation, pardon, je tape dans le micro, une triangulation basée sur les antennes relais qui va leur permettre de se positionner. Sauf que quand vous êtes indoor dans une pièce, pour vous localiser dans l'espace, vous ne pouvez pas utiliser de GPS, c'est pas assez précis en plus, nous on a besoin d'être localisé au centimètre, donc GPS, non, ça fait pas ça. Donc là vous commencez à explorer les possibilités de dire ok très bien, j'arrive à capter les mouvements de mon corps, mais maintenant comment je suis le déplacement de la personne dans l'espace de jeu, comment je la localise cette personne-là, et les autres relativement à cette personne-là, parce que faut pas oublier qu'on est sur du multijoueur. Tout à fait. C'est là vous avez choisi vraiment avec des murs qui sont réels, c'est-à-dire qui sont réels, là, qui bougeront pas. Oui, c'est ça. J'enlève mon casque, je vois les murs, je mets mon casque, je vois les mêmes murs. Tout à fait. Et donc là, on avait commencé. Damien a reçu ma proposition de façon moyennement motivée au départ, mais comme il aime bien les défis, il avait commencé à se taper le truc quand même. Il y a eu plusieurs itérations, plusieurs tentatives. Au début, on s'est dit on va essayer ok, on est capable de se déplacer, d'avoir une représentation des mouvements du corps. Donc si je fais un pas dans la vraie vie, je fais un pas dans le monde virtuel, ça match. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas parce à cause du degré de précision qui est pas... Cumul des erreurs. Voilà, le cumul des erreurs. Et plus on va s'avancer, plus ça va drifter, plus ça va dériver, et plus l'erreur va s'augmenter. Donc en fait, si on fait un tour de la pièce, il n'y a aucune garantie qu'à la fin, quand on a fait le tour physique de la pièce, virtuellement, on soit au même endroit. On va avoir un décalage décalé à droite, à gauche. Voilà, de 2 ou 3 centimètres au mieux, de quelques mètres en fonction de la taille que du tour que tu as fait au pire. Okay. Et c'est pas bon, il faut pas. Donc il faut qu'on ait une solution qui permette vraiment de se localiser précisément. De façon absolue. De façon absolue. Et on a envisagé plusieurs solutions. On a envisagé d'intégrer des algorithmes de SLAM, on appelle ça. Donc un algorithme de SLAM, ça utilise une caméra qui va filmer la pièce dans laquelle elle se trouve et qui va essayer de localiser la position de la caméra par rapport à ce qu'elle voit. Alors, il y a plein de technos qui utilisent ça, les voitures autonomes par exemple. Les casques de réalité virtuelle. Et les casques de réalité virtuelle. Ça alors. Mais pas au début. Pas au début. Pas au début. Quand nous on a commencé en fait à envisager cette solution qui est utilisée en robotique, au balbutiement, c'est pas du tout au stade que ça allait aujourd'hui. On a dit ok, ça semble être le meilleur compromis en fait, coût, portabilité, précision, etc. Donc Damien a commencé à bosser sur les algorithmes de SLAM. Donc ça veut dire quand même pour la culture de l'auditoire, Simultaneous Localization and Mapping. C'est-à-dire qu'en fait les caméras, en général il y a 2 caméras, comme pour les yeux, pour avoir la profondeur, la stéréoscopie. Elles vont filmer l'environnement, il va y avoir la reconnaissance d'arêtes vives d'objets. Ça crée des nuages de points. C'est-à-dire qu'en même temps que ça modélise. Alors, dans modélisation, c'est pas la jolie modélisation avec des textures, c'est juste ça va mettre des points sur les arêtes, sur les tranches, etc. En même temps que ça crée ce nuage de points, ça permet d'avoir donc une compréhension de l'environnement en 3 dimensions dans lequel on se situe, et donc avec un apprentissage de savoir où on se situe une fois qu'on a fait la map, en gros 3D, de notre environnement. Donc c'est quand même assez pointu derrière ce qui se passe. Et donc, on avait commencé à travailler là-dessus. Et on a eu la chance que Microsoft, finalement, sorte un casque qui avait déjà tout le travail de fait. Ce qui m'a épargné pas mal de tête et de... Donc voilà, on a commencé à travailler dessus. Quand on a vu l'annonce de Microsoft qui allait sortir leur casque quelques mois après, avec une technologie appelée Inside Out Tracking, donc de l'intérieur vers l'extérieur, alors que les technos utilisaient plutôt des caméras extérieures ou des lasers, comme le casque de la techno faite par Valve avec un partenariat avec HTC. C'était en gros des boîtiers, ce sont des boîtiers qui balayent avec des lasers à la salle et les capteurs sont intégrés dans le casque.
Là, c'est le casque qui se localise comme un grand, et ça imite, ça rejoint tout ce qu'on appelle les technologies basées sur la vision, en fait. Ça reproduit en quelque sorte le fonctionnement de la vision humaine, puisqu'on se repère dans l'espace un peu comme ça, on repère ce qu'on a autour de nous. D'ailleurs, si on vous met dans un labyrinthe de murs blancs et qu'on vous fait tourner sur vous-même, il y a peu de chances que vous retrouviez votre chemin, quoi. Oui, d'autant plus que là, toujours la problématique des capteurs, c'est leur limitation de portée et leur exactitude, quoi qu'il arrive. Là où, effectivement, le fait de percevoir l'environnement pour le casque, ça lui permet effectivement de s'adapter à la taille de son environnement, je suppose. Même s'il y a des limitations techniques qui sont toujours repoussées. Évidemment, au début, il y avait la surface maximum, etc. Plein d'interrogations. Parce que, pour le coup, Microsoft n'avait pas du tout prévu le cas d'usage pour lequel on a utilisé leur casque. Le but, c'était de dire, vous êtes dans votre pièce de 4 mètres carrés. D'ailleurs, sur la doc, ils avaient dit, au tout début, je crois que c'était 8 mètres carrés, un truc comme ça, tout seul. Tu n'étais pas censé faire du multicasque, etc. Une autre étape sympa du développement a commencé, c'est-à-dire utiliser un matériel qui n'est pas fait pour faire ce qu'on veut faire et le détourner complètement. En lui disant, est-ce qu'on pourrait sur 200 mètres carrés avec des murs partout et 7 autres joueurs se débrouiller pour avoir le même référentiel parce que de préférence, ce serait bien de voir les joueurs où ils sont. C'est vrai que ça, c'était une question aussi. Bon, c'est bien de se déplacer, c'est bien d'avoir son corps qui bouge, mais il faudrait que tous les joueurs soient au même endroit quand même. Au bon endroit, en tout cas. Qu'ils partagent une origine, un référentiel commun pour pouvoir se localiser les uns par rapport aux autres. Et effectivement, comme le disait Benjamin, ça, personne ne l'avait vraiment anticipé dans la conception des casques à l'origine. Donc il a fallu qu'on travaille notamment avec les équipes de Microsoft. On a beaucoup itéré avec eux sur ces technologies-là pour savoir comment les pousser un peu dans leur retranchement, comment réussir à accomplir cette origine, ce partage d'environnement en commun. Petit à petit, on a réussi à trouver les trucs et astuces qui nous permettaient de mettre en œuvre ce partage d'environnement. Une fois qu'on a eu ça, qu'on a eu l'incarnation du corps du joueur, le fait de pouvoir se déplacer librement et le fait de pouvoir voir les autres joueurs qui se déplacent au bon endroit, on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire un jeu, un hero shooter, en réseau, dans des grands espaces. Alors je dis, ça va vite, là ce que je dis. Ça a mis quelques bonnes années avant d'arriver au résultat final. Premier prototype. Oui, parce qu'on est bien d'accord à chaque fois que vous avez décidé, avec les casques VR et donc une combinaison qui embarque à chaque fois des ordinateurs portables, tout en captant évidemment dans la perception du joueur ses propres mouvements, de localiser les autres joueurs pour pouvoir leur tirer dessus de façon précise. C'est ça. Dans un environnement mixte. C'est vrai qu'on a cette contrainte d'exactitude et de précision, parce qu'en plus, comme c'est un jeu qui se voulait être joueur contre joueur, compétitif, on n'a pas la même pression que si on fait du coopératif. C'est-à-dire que quand quelqu'un vise un autre joueur et qu'il pense l'avoir touché, il faut qu'il le touche. Sinon, ça génère de la frustration, des incompréhensions, des questionnements. Donc effectivement, à chaque fois, vous avez eu plusieurs couches de problèmes qui n'étaient pas à traiter séparément, mais qui à chaque fois, en fait, étaient interconnectés. Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, en fait, en venant vous voir, j'ai pu effectivement me rendre compte que les combinaisons existent, puisque ça faisait un petit moment, mais du coup, vous avez quand même des combinaisons qui embarquent en fait toute une technologie, que ce soit du casque VR, que ce soit les capteurs pour la combinaison elle-même, ou que ce soit justement le fameux ordinateur. On est sur quelque chose de très lourd physiquement, ou au contraire, on est sur quelque chose de complètement acceptable? Ah non, c'est léger, puisque la combinaison elle-même, vous la sentez pas trop une fois que vous êtes équipé. Vous avez des gants qui vont capter les mouvements de chaque doigt, donc c'est pas très lourd. Les composants électroniques sont légers dedans. Et ce qui était le plus lourd, c'était l'ordinateur dans le dos, qui maintenant est remplacé par du streaming, c'est-à-dire que maintenant, en plus, les casques ayant évolué, etc., il est possible de streamer un flux vidéo, donc du jeu qui est rendu sur les ordinateurs distants, de le streamer en Wi-Fi sur les casques, ce qui ne rend plus nécessaire le fait de porter l'ordinateur sur le dos. Ah oui, on envoie directement le signal d'un côté, puis on reçoit de l'autre, quoi. Tout à fait. Ce qui vous permet en plus d'avoir, pour le coup, parce qu'il y a une contrainte d'avoir un PC sur le dos, comme les ordinateurs portables, ils sont sur batterie, donc vous pouvez, évidemment, c'était des PC quand même puissants, parce que réalité virtuelle égale besoin de ressources importants. Donc, mais vous êtes obligé de trouver un compromis. C'est-à-dire que vous n'allez pas pousser les ressources à fond parce que sinon la carte graphique va consommer énormément et vous faire descendre la batterie. Donc il y a tout un compromis entre autonomie, il faut que ça dure toute la partie quand même.
et autonomie et rendu. Là, en l'occurrence, vous pouvez avoir une machine de guerre qui tourne derrière, c'est sur le secteur. Donc la limite, par contre, c'est la technologie de streaming. Ça, c'est pareil, c'est les évolutions techniques récentes qui ont permis de faire ça. Le Wi-Fi 5 à la maison, c'est mort, vous ne pouvez pas faire ça. Donc c'est quand le Wi-Fi 6E est sorti, l'an dernier, bon, c'est pas vieux, hein. Mais on était déjà à la 3e ou 4e génération de casques. Là aussi, on peut dire à quelle vitesse ça évolue entre 2018 et maintenant, qui a permis de dire, ok, maintenant on a suffisamment de bande passante, mais pas que, de latence, surtout une latence suffisamment faible pour le faire. Pour ceux qui ne sont pas très familiers, la latence, ça va être le temps que va mettre l'information, entre guillemets, entre le moment où elle est émise et le moment où elle arrive au cerveau. Alors, on va pas dire au cerveau, mais en tout cas où elle est projetée sur l'œil de l'utilisateur, hein. Donc, si ça prend 2 secondes, c'est gênant, hein. Quand vous avez pris la décision, par exemple, de tourner la tête, vous tournez la tête, si ça ne suit pas rapidement, déjà, vous avez envie de vomir de suite. Donc, la contrainte en réalité virtuelle, c'est qu'on dit que déjà, il faut qu'il y ait un rafraîchissement à 90 images par seconde minimum pour être confortable. Ce qui est énorme, puisque la prouesse technique du cinéma, c'est de faire du 60 images secondes. Quand il sort notamment le Hobbit ou Avatar, on est sur du 60, on n'est pas sur du 90. Et sur les jeux vidéo compétitifs, aujourd'hui, les gros joueurs, ils aiment bien jouer sur des écrans 120 Hz, etc. Mais le jeu, il tourne rarement à 120 FPS quand même, sur des gros jeux. Être à 90 FPS sur un gros jeu, c'est quand même plutôt bien. Il vous faut une belle machine. Mais là, on parle de réalité virtuelle. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de rendu, il y a la problématique du double affichage sur des écrans qui sont des équivalents d'écrans 4K par œil maintenant. Donc, évidemment, il y a tout un tas de techno qui a évolué pour permettre de pas faire entre guillemets le gros bourrin de dire je rentre 2 fois parce que vous voyez évidemment entre votre œil droit et votre œil gauche il n'y a pas la même chose qui est projetée, sinon ça marcherait pas. Point de vue différent, donc il y a quand même un rendu qui est différent. Seulement bon, comme il y a des gens qui sont très très forts en mathématiques, en traitement du signal, comme Nvidia pour pas les citer, ils ont sorti tout un tas de techno qui permettent d'éviter à l'ordinateur de se taper 2 fois le calcul, hein, pour le dire crûment. Mais quand même, c'est pas 2 fois, mais c'est quand même plus que rendre un jeu classique. Donc il y a ces contraintes de dire on a du gros calcul quand même à faire. C'est lourd. En déportant, on peut se permettre d'avoir des belles machines qui font ça. Mais par contre, derrière, on a un flux vidéo qui ne doit pas non plus être tout pourri, parce qu'on a des casques qui ont une grosse résolution. Donc il faut envoyer un joli flux vidéo, donc le compresser, le décompresser, tout en gardant une faible latence, etc. Donc bon sang, rendons à César, c'est pas nous qui le faisons, hein, mais on avait commencé à y réfléchir aussi, hein, quand même. Ouais. Oui, parce qu'à un moment donné, il fallait qu'on trouve des solutions, étant donné que on était un petit peu sur le fil du rasoir de ce qui se faisait à un moment donné en termes d'innovation. Et c'est vrai qu'on a eu des problématiques. En fait, il y avait tout à inventer quand on a commencé. Il y avait tout à inventer, les choses n'étaient pas prêtes. Donc on s'est posé les questions. On a pu innover sur certains aspects et puis sur d'autres, où clairement c'était pas non plus notre métier, hein, de faire des casques de réalité virtuelle. Heureusement qu'ils ont pris les problématiques à bras le corps et qu'ils les ont intégrées dans les casques. Tout ce qui est détection des mains, par exemple, qui sont embarqués dans les casques maintenant. À un moment donné, nous, on a dû rajouter un petit appareil, un Leap Motion, qui permettait de voir la position des mains dans le casque pour venir ajouter un peu plus de robustesse à notre système. Puis de fil en aiguille, ça a été complètement intégré dans les casques. Donc la techno, elle a évolué énormément en l'espace de 4-5 ans. On a créé la boîte en 2018, on est en 2024, en 6 ans. Et c'est vrai que quand on parle de réalité virtuelle aujourd'hui en 2024, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se faisait il y a quelques années. Ouais, effectivement, on est vraiment sur quelque chose de à quel point Bigger Inside, du coup, est innovant en fait aujourd'hui vis-à-vis de Montpellier, de la France et du monde, vu que vous avez vous aussi avancé avec la technologie, puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, hein. Tu te doutes bien que je vais poser la question. Ouais, évidemment. Alors en 2018, quand on a fait notre première démo publique au Gaumont multiplex, à l'occasion de la sortie de Ready Player One. L'anecdote quand même vaut la peine d'être racontée. Incroyable. Un mois avant, on avait un bras qui marchait et on était capable de suivre nos déplacements dans un couloir. Ça marchait. Avec un PC attaché. On a eu un mois pour faire une expérience à 2 joueurs dans un labyrinthe de 25 mètres carrés, un PC embarqué, des combis fonctionnels avec des gants qui permettent de déclencher les capacités sur l'ouverture de la main. Bon, on l'a fait. Alors dire que ça s'est pas fait dans la douleur, ce serait mentir. Hein. Dire que ça a été un long chemin paisible, on a franchement rigolé tout le long.
Ce serait mentir. Oh, on en a bavé, on s'est bien pris la tête, hein, dans tous les sens du terme, mais on l'a sorti et on était les premiers au monde à faire ce qu'on appelle du déplacement libre, en réalité virtuelle, multijoueur, dans en plus un environnement avec des murs, enfin on a tout cumulé. On était les premiers au monde à faire ça, en 2018. Aujourd'hui, où est notre innovation ? Mais malgré tout, on reste toujours innovant, que ce soit sur le principe déjà, hein, d'utiliser une capture du corps complet dans des lieux physiques comme ça pour faire un jeu compétitif. Aujourd'hui, pour pas le citer, on va dire le leader en France, même je pense en compétitif VR dans le monde, c'est un Français, c'est une société qui s'appelle EVA, qui a sorti son jeu un peu après nous. Bon, nous, mauvais timing, on l'a sorti juste avant la Covid. Ils ont sorti leurs produits juste après, qui ont beaucoup de succès. Eux utilisent par exemple une arme physique, enfin pas une vraie. Hein, oui, une réplique. On n'en est pas encore dans le délire où on meurt pour de vrai dans les jeux. Donc vous avez un contrôleur qui ressemble à un fusil, vous êtes sur un jeu de tir plutôt à la Counter-Strike, etc. Nous, on reste toujours sur cette volonté d'innover par l'interaction basée sur le mouvement du corps, en tout cas dans le protocole 223. Vous déclenchez les capacités en utilisant votre corps, vous voyez l'intégralité de votre corps qui est modélisée dans l'espace, vous êtes en réalité mixte, on est toujours les seuls au monde à faire ça, hein, de cumuler tout ça là, toutes ces petites briques, parce que mine de rien on pourrait dire ah mais vous avez juste ça en plus, oui mais sauf que c'est le juste ça en plus qui mélangé au reste fait la différence, et dans l'approche, parce qu'il y a la techno c'est une chose, mais il y a l'innovation peut se situer aussi dans ce qui est le gameplay, hein, dans l'approche du jeu. On reste en fait sur cette logique aussi de vouloir développer un jeu qui est déjà se base pas sur juste un shooter de zombies, un énième shooter de zombies où le but est aussi de buter l'adversaire. C'est-à-dire que sur tout le gameplay, on a cette volonté de rester sur quelque chose d'un petit peu original. Le but c'est d'atteindre des objectifs, c'est pas de tuer l'adversaire. Et des innovations, on en a encore des quantités, je pense, assez importantes dans les bacs, parce qu'on en est que à quelques pourcents de ce qu'on rêve de faire, en fait. C'est que le début. Donc aujourd'hui, ouais, alors effectivement, au niveau hardware, c'est difficile de rivaliser avec Meta, par exemple, qui injecte à peu près 3 milliards de dollars par an en R&D pour la réalité virtuelle. Donc avoir la prétention de dire qu'on va leur mettre une clim à Meta, on va innover plus vite que... C'est pas tout de suite. Non, non, mais à un moment donné, c'est délicat. Et donc, effectivement, d'où l'importance, par contre, de faire une veille permanente et de dire, tiens, ça, on va l'exploiter et on va l'utiliser, mais de façon originale, en tout cas, dans ce qu'on propose, nous. L'originalité, elle est dans le concept complet et dans tout cas, l'état d'esprit qu'on veut proposer, quoi. En tout cas, merci beaucoup Bigger Inside, du coup Benjamin, Damien pour ces explications et en vrai pour démystifier aussi, même si c'est de se rendre compte aussi de ce qu'il y a derrière en fait, juste une activité potentielle d'aller au Laser Game d'Odysseum pour justement jouer à votre jeu ou justement de retrouver un jour Protocole 223. Donc merci beaucoup et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver dans une autre émission justement pour parler un petit peu de ces jeux qu'on peut trouver sur réalité virtuelle, hein, n'est-ce pas ? Avec plaisir. Merci à toi. En tout cas, Merci à très Thomas. bientôt. Eh bien écoutez, cette émission touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez apprécié et puis je vous dis à demain.